Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Alors qu'on pensait que les Wolves avaient trouvé la kryptonite de Wemby, en à peine 48 heures, les Spurs, apparemment, ont peut-être trouvé la solution. Les playoffs, ça va trop vite en ce moment et il y a des sujets qui tombent, j'ai absolument pas envie de les laisser passer, c'est trop intéressant. Alors rip mon sommeil et je continue les vidéos bonus en laissant pour l'instant un petit peu de côté les sondages Insta. Mais il y en a quand même un en cours là en ce moment, je continue de le surveiller, je le traiterai juste plus tard, je vous oublie pas. Donc si tu veux peser sur le sujet, tu connais, va me suivre là-bas et rejoins le canal. Mais abonne-toi ici si tu ne veux rien manquer, parce que là entre les ajustements d'un match à l'autre, les dingueries tactiques et les scénarios qui changent complètement en 2 jours, ça va enchaîner sévère. C'est pour ça que si on revient à notre vidéo, on va essayer de comprendre 3 choses. Déjà pourquoi le Game 1 a vraiment posé un problème à Wemby, même avec un impact défensif complètement monstrueux. Ensuite, pourquoi ce n'est pas juste Rudy Gobert, mais vraiment tout le plan défensif de Minnesota qui l'a mis dans l'inconfort au départ. Et surtout, on va parler de sa réponse dans le Game 2, parce que Victor a déjà commencé à changer certaines choses. Il a moins subi, il s'est davantage rapproché du cercle, il a joué avec plus de patience. Et d'un coup, même si tout n'était pas encore parfait, la série ne se lit déjà plus tout à fait de la même manière. Et là, faut se poser les bonnes questions. Alors que les Wolves semblaient avoir trouvé quelques solutions, peuvent-ils vraiment limiter Wemby sur la durée ? Pour répondre à ça, on a une grosse analyse à faire, assez profonde, avec 2 matchs qui nous ont appris énormément de choses sur cette série. Là, en termes d'analyse, j'ai l'impression qu'il y a de quoi se régaler, alors installez-vous bien, on lance ça tout de suite. Ouais, vous l'avez compris, tout part du Game 1 parce que déjà, ce match-là a posé des problèmes. Mais maintenant qu'on a vu le match 2, on commence déjà à entrevoir des solutions, et c'est pour ça que cette vidéo, j'ai l'impression, peut devenir passionnante. Parce qu'au Game 1, on a eu un Wemby absolument monstrueux en défense, genre vraiment historique, et en attaque, ça a coincé presque tout le match, au point où partout déjà, j'ai lu des trucs du genre Gobert l'a éteint. Alors ok, mais attention à ne pas faire trop de raccourcis trop simplistes. Ce n'est pas juste Rudy qui défend sur lui, c'est tous les Wolves qui se déplacent, se relaient, le gênent, et lui changent ses repères sans forcément lui enlever le ballon des mains. Et puis même dire seulement que c'est Minnesota qui l'a éteint lors du match 1, ça ne me suffit pas, ça ne me va pas. En défense, il a été terrifiant, donc non, les Wolves ne l'ont pas éteint. Le truc par contre à analyser, c'est qu'en attaque, ils ont réussi à lui rendre la vie hyper difficile. Et en playoff, une défense comme ça peut te faire perdre un match, voire une série, et pourtant, malgré les grosses difficultés offensives de Wemby, les Spurs ne sont pas du tout passés loin de la victoire. San Antonio n'a pas pris une claque, ils étaient là jusqu'au bout, jusqu'à la dernière possession, avec même un tir ouvert pour gagner, donc ce n'était pas un match où Minnesota avait écrasé tout le monde. Le truc à retenir, c'est que malgré la dinguerie défensive de Wemby, l'attaque n'a pas suivi. Wemby et Fox avaient combiné à peine plus de 20 points avec beaucoup trop de déchets. Donc oui, Victor pouvait mieux faire offensivement après le Game 1, mais il n'était pas du tout seul dans cette galère-là. Dans sa conf d'après-match, il ne parle pas juste d'adresse, il parle d'énergie, de choix, de lucidité. Il n'a pas forcément mis ce qu'il fallait au bon endroit. Et quand tu vois sa réponse dans le Game 2, tu comprends que ce n'était pas juste des mots. Il ne revient pas en mode égo à prendre encore plus de tirs pour prouver qu'il est injouable. Il répond beaucoup plus intelligemment, il laisse davantage le jeu venir à lui, il se rapproche du cercle, il travaille au poste, il accepte les contacts, et surtout, il ne laisse plus Minnesota décider totalement de ses zones de tir. Par contre, ce qui a rendu ce Game 1 super important, c'est que j'ai l'impression qu'il a servi d'apprentissage. C'est pour ça le Game 2 n'efface pas cette performance, mais il rend l'analyse encore plus intéressante. Parce que Minnesota a posé un problème, et ensuite, on a observé comment Wemby avait su répondre à ça. Et là-dedans, si on veut faire une analyse sérieuse, ce qui m'importe fort, c'est qu'il faut arrêter de résumer cette série à un duel Rudy Gobert contre Victor Wembanyama. Oui, c'est l'affiche, notamment en France, c'est le duel qu'on avait tous envie de regarder, mais le problème pour Victor, il vient de partout. Gobert protège le cercle, McDaniels traîne avec ses bras partout, Randle met du poids et du contact, Naz Reid peut prendre le relais sans que ça devienne un mismatch évident, résultat, Wemby ne voit jamais 2 fois le même problème, et pour un attaquant, cette imprévisibilité, c'est infernal. Contrairement à d'habitude, Victor n'a pas une cible individuelle évidente à épuiser tout le long d'un match. Parce que ouais, généralement, l'alien repère vite où ça craque, il voit le mismatch, il sent le défenseur trop léger, il l'attaque.
Sur le Game 1, on sentait qu'il hésitait davantage. Même quand le défenseur était en difficulté, il y avait une aide, un bras, un corps derrière. Les Wolves ont misé sur leur collectif et ça a fonctionné. Ils faisaient constamment en sorte de gêner Vic d'une nouvelle façon. Et ça s'est vu, pas de shoot facile, pas de rythme, pas de propreté. Et quand t'as un Victor qui est éteint comme ça, pour les Spurs, ça change complètement la donne. Et Gobert, en vrai, il ne gêne pas forcément Wemby directement. Il change aussi le comportement de toute la défense autour de lui. Les extérieurs montent plus haut, contestent plus fort, prennent plus de risques parce qu'ils savent que derrière il y a Rudy. Et du coup, Wemby ne galère pas seulement au moment du tir, ça commence avant même la réception. Les timings sont moins bons, les positions sont moins propres, les lectures deviennent plus compliquées. Et dans ce contexte, pour Minnesota, même les profils les moins attendus arrivent à trouver une utilité. Randle, typiquement, ce n'est pas un monstre défensif, mais dans ce contexte, son physique devient une arme. Il le pousse, l'empêche de s'installer, le fait jouer plus loin que prévu. Et un Wemby qui démarre 2 mètres plus loin, ce n'est plus le même joueur. Et avec lui, McDaniels perturbe les lignes de passe, les angles, les dribbles, pendant que Reed permet de garder de la taille quand Gobert n'est pas directement impliqué. Au final, je le vois comme ça, Wembanyama c'est une anomalie pour toute la ligue, mais les Wolves c'est une des rares équipes qui est capable de répondre à cette anomalie en envoyant plusieurs corps, et en trouvant des solutions autour de ça. Maintenant, ils ont pas une solution parfaite non plus, personne n'a ça, n'empêche qu'ils ont réussi à trouver une boîte à outils qui peut le gêner en playoff, et ça, c'est déjà immense. Donc maintenant, si on veut bien comprendre, il faut regarder ce que la défense de Chris Finch enlève exactement à Victor. Les Wolves ne lui retirent pas forcément le ballon, Wemby à la balle, il shoot, il existe. Le piège, il est ailleurs, il l'oblige à jouer dans des zones qui les arrangent eux, plus loin du cercle, avec des tirs contestés, des réceptions moins propres, les ballons près du panier, les courses en transition, les lobes, les coupes dans le dos, tout ça, Minnesota veut l'éviter à tout prix. Donc non, il s'est pas simplement fait stopper ou priver de ballon, c'est plus que ça. Le 0 sur 8 de loin, pour moi, il raconte bien le plan des Wolves, parce que oui, Wemby peut mettre ces tirs-là, évidemment, mais Minnesota préfère largement vivre avec ça plutôt qu'avec Victor qui reçoit le ballon en bas, qui attaque lancé ou qui vit près du cercle. En gros, ils prennent le risque du tir extérieur pour éviter le chaos que Wembanyama peut créer plus près du panier. Quand tu le repousses comme ça, tu changes tout son match, et c'est là-dessus, justement, qu'on attendait au Game 2 qu'il change pas mal de choses. Parce que Victor aurait pu tomber dans le piège classique, rater de loin au Game 1, puis revenir au Game 2 en mode « Ok, je vais en remettre 8 et cette fois ça va rentrer ». Mais non, il ne répond pas comme ça. Il se rapproche, il prend son temps, il joue plus bas, il accepte de se salir un peu plus les mains, au moins en début de match, et surtout il recommence à forcer Minnesota à défendre dans les zones où lui devient vraiment dangereux. C'est avec ça pour moi qu'on a commencé à voir les premières traces de l'antidote de cette kryptonite. Parce qu'un Wemby qui reçoit le cuir à 2 mètres du cercle, c'est presque un cheat code, mais s'il démarre au-dessus de la ligne à 3 points avec un défenseur déjà placé, une aide qui attend et des bras partout, là c'est plus pareil, il doit dribbler, réfléchir, consommer de l'énergie, et chaque dribble en plus, face à Minnesota, c'est une main qui gratte, ou une ligne de passe qui se referme. C'est vraiment le genre de défense qui t'use petit à petit, tout le long d'un match, et on l'a vu également au Game 2, même si ça s'est bien mieux fini pour les Spurs. Parce que oui, c'est important de le dire, le match 2, même si ça s'est fini avec une victoire écrasante, ça veut pas dire que Victor a tout réussi à régler individuellement. Parce qu'en deuxième mi-temps, on l'a aussi vu retomber un peu dans certains problèmes du Game 1, il reprend beaucoup de tirs à 3 points, et offensivement, tout n'est pas encore propre. Donc non, l'idée c'est pas de dire ça y est, Wemby a cassé le plan des Wolves à lui tout seul. La vraie différence, c'est que cette fois, son agressivité du début de match a lancé quelque chose, il a donné le ton physiquement, il a accepté le combat, et derrière, toute l'équipe a suivi. Et c'est ça peut-être pour moi qui est le plus intéressant, l'antidote n'est pas seulement dans les mains de Victor. Il est avant tout dans la manière dont tous les Spurs jouent autour de lui. Et là, le fait de défendre fort et de partir vite en transition, ça a changé énormément de choses sur la première mi-temps de ce Game 2. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a parlé d'énergie après le match 1, parce qu'il a énormément donné dans cette rencontre. Chaque action lui demandait un effort, les possessions étaient plus longues, moins fluides, et surtout, Minnesota avait souvent le temps de se replacer. Or, Wemby, quand il court et reçoit le ballon tôt avant que tout soit installé, c'est là qu'il devient ingérable. N'empêche que depuis le début de la série, Minnesota arrive à rendre Wemby un petit peu plus humain, et c'est quand même assez exceptionnel de réussir à faire ça, notamment lors de 2 matchs à l'extérieur. Ça c'est le plan de Chris Finch, pas le faire disparaître, le rendre moins automatique, moins vertical, moins évident. Minnesota ne subit pas Wemby, Minnesota l'oriente, ils lui disent ok, tu vas jouer mais ici, avec cette distance, avec cette pression, et quand il ne peut pas courir, qu'il ne reçoit pas de ballon près du cercle et qu'il ne met pas ses tirs extérieurs, une partie de sa polyvalence disparaît automatiquement. Et pour comprendre vraiment tout ça, j'ai envie aussi qu'on étudie Rudy Gobert de façon plus précise. On peut lui reprocher des trucs évidemment, et je l'ai évoqué dans une vidéo récente, mais dans ce rôle-là, dans ce système-là, il assure. Rudy, faut pas le vendre comme le mec qui prend Wemby en 1 contre 1 et qui le verrouille pendant 40 minutes, parce que c'est pas vrai. Wemby a eu des moments contre lui, il l'a même effacé sur certaines actions, et défensivement, Rudy n'a pas non plus écrasé le début de la série. Mais son importance, elle est ailleurs, c'est le point d'ancrage, le mec qui donne à toute la défense des Wolves le droit d'être agressive. Tant qu'il est derrière, Minnesota peut oser beaucoup plus sur le périmètre.
Face à Victor, ce plan de jeu avec Rudy en capitaine défensif, il a montré qu'il pouvait fonctionner. Quant à Gobert dans la peinture, les extérieurs peuvent monter plus haut, coller davantage, contester les lignes de passe. Ils savent que s'ils se font passer ou font une erreur, derrière, il reste un joueur de 2,16 m, 4 fois défenseur de l'année. Donc Rudy ne défend pas seulement Victor, il permet à McDaniels, Edwards, Randle, toute la bande de défendre avec plus de confiance. C'est pas forcément toujours spectaculaire, mais ça change le rapport au risque et c'est fondamental. Sa ligne de stats raconte bien le truc, offensivement c'est discret, mais si derrière il prend 10-12 rebonds, intercepte 2 ballons, fait 2 contres, coupe des passes, gêne des réceptions, face à Wemby ça compte énormément, parce que si Victor reçoit trop de bons ballons, la défense est déjà presque morte. Rudy ne protège pas seulement le tir final, il essaie de pourrir l'action avant même qu'elle devienne vraiment dangereuse. Et surtout, il ne panique pas, et c'est peut-être ça le vrai truc avec lui. Rudy peut se faire dunker dessus et peut subir une action qui tourne partout sur les réseaux, mais la possession suivante, il revient, il remet son corps en danger, il garde les bras hauts, il conteste encore, et c'est exactement ça un vrai protecteur de cercle. Si tu contestes tout, parfois, tu finis sur un poster, c'est le jeu, mais si tu arrêtes de contester par peur d'être affiché, là, t'as déjà perdu ton rôle. Face à Wemby, cette discipline, elle est énorme, et en play-off, je trouve que Gobert a de l'expérience, et ça peut peser lourd. Rudy a déjà vécu des séries où on le cible, où on le critique, où on essaye de le sortir de sa zone. Il connaît cette violence tactique. Il sait qu'une série ne se joue pas sur une action spectaculaire, mais sur la répétition. Est-ce que tu restes en place? Est-ce que tu continues à protéger la peinture? Dans le Game 1, Wemby a été plus spectaculaire défensivement, mais Rudy, je pense, a été plus structurant pour Minnesota. Et même si le Game 2 montre déjà que Victor peut trouver des réponses, ça n'enlève rien à l'importance de Gobert dans cette série. Le duel français est beau évidemment, l'ancien patron défensif face au nouveau phénomène absolu, mais il ne faut pas le réduire à un passage de témoin caricatural. Rudy est là avec sa science défensive, ses réflexes, son vécu, il n'a pas besoin de dominer Wemby pour le gêner. Contre un joueur pareil, le rendre inconfortable, lui enlever ses habitudes, lui faire prendre un tir moins simple, c'est déjà fabuleux. Sans Rudy, ce plan-là n'aurait pas la même gueule, et pour tout ça, bien sûr, le coach des Wolves, Chris Finch, a aussi sa part de responsabilité. Son plan, c'est pas juste Rudy s'occupe de Wemby et on prie, Minnesota défend Victor comme une superstar de playoff, oui, une superstar de playoff, avec plusieurs réponses. Parfois c'est Gobert et sa verticalité, parfois Randle et son poids, parfois une aide qui arrive plus vite ou une raquette qui se verrouille. Le but, c'est pas de trouver le défenseur parfait, c'est d'empêcher Wemby de lire toujours la même chose et de s'y adapter. Face à Victor, ça peut être une clé tellement importante ce genre de défense. Wemby comprend vite, si tu lui montres la même défense pendant 10 minutes, il va commencer à capter les timings, les faiblesses, il va sentir quand l'aide arrive, quel angle il peut t'attaquer, et une fois qu'il a compris, il peut te punir. Donc Finch fait l'inverse, il varie avant que Victor s'installe dans une routine, il change les stratégies, les niveaux de pression, les physiques, en gros, il refuse de lui laisser le temps de comprendre ce qui se passe. En fait, l'idée est stable chez les Wolves, ce qui change, c'est la nature des problèmes qui sont posés à Victor. Quand une défense te pose 3 questions sur une même possession, tu perds une demi-seconde, et une demi-seconde, en play-off, ça peut être super précieux. C'est peut-être ça le vrai coup de maître de Finch, il n'a pas donné un mur à Wemby, il lui a donné un labyrinthe, et c'est très différent. Un mur, tu peux finir par trouver comment le casser. Un labyrinthe, tu dois réfléchir tout le temps, quand avancer, quand tourner, quand ralentir, quand accélérer. Pendant que Victor calcule, Minnesota gagne du temps, la fenêtre se ferme, le tir devient contesté, la passe devient difficile. C'est avec ce genre de labyrinthe que t'arrives à ralentir une superstar comme lui. Maintenant attention, ça veut pas dire que Finch a résolu le casse-tête Wemby, j'y crois pas à ça. Victor peut s'adapter très vite, rentrer ses tirs, trouver ses passes, dominer autrement, mais Minnesota lui a imposé une vraie partie d'échecs. Pas une défense répétitive, pas un duel simple, une défense qui bouge, qui change, qui évolue, avec toujours la même idée, ne jamais le laisser dans une position de confort. Et là où le match 2 devient fascinant, c'est que le labyrinthe existe toujours, mais que Victor commence à réussir à trouver son chemin. Il ne donne pas l'impression de paniquer, il ne donne pas l'impression de s'énerver contre la défense, il observe, il ralentit, il choisit mieux ses zones, il comprend que la réponse n'est pas forcément de faire plus, mais de faire autrement, et quand un joueur aussi jeune commence à déjouer des pièges aussi vite, c'est déjà un vrai signe de grandeur. Par contre, là où les Wolves ont été très bons dans le match 1, c'est qu'ils n'ont pas agi que sur Wemby. Il n'a pas galéré seul, toute l'attaque des Spurs a été rendue moins fluide. Les Wolves ne défendent pas seulement sur Victor, ils protègent aussi tous les circuits qui doivent l'alimenter. Tout ça, évidemment, ça a obligé les Spurs à improviser, à fabriquer de nouvelles choses. Le duo censé porter l'attaque de base, c'est Wemby et De'Aaron Fox, sauf que dans le Game 1, à eux deux, ils mettent à peine plus de 20 points avec un paquet de tirs ratés et presque 10 pertes de balles. Pour une équipe qui dépend autant d'eux, ça pique, mais le Game 2 rappelle aussi un truc essentiel. Quand les Spurs jouent avec plus d'agressivité, Minnesota ne peut plus cibler Victor de la même façon. Fox attaque le cercle, Castle met une pression constante, Vassell sanctionne, Champagny prend feu, Keldon Johnson se bat sur chaque ballon, et là, d'un coup, la défense des Wolves doit regarder partout, c'est peut-être ça le vrai antidote collectif. Dans le Game 1, Vic n'a pas vraiment été aidé en attaque et c'est primordial de le préciser.
Fox a tout raté et Castle est sorti pour 6 fautes en même pas 30 minutes de jeu. Donc non, le problème c'était pas juste Wembanyama a raté ses tirs, c'était beaucoup plus complexe que ça. San Antonio a shooté à moins de 30% à 3 points sur ce match 1 et contre Minnesota, si les shooters ne punissent pas, les Wolves peuvent continuer à charger les zones dangereuses, envoyer des aides et accepter que le ballon reste au périmètre. Quand les shooters ne se montrent pas menaçants, tu peux tout mettre sur Victor, la défense n'a même plus besoin de choisir. Et pourtant, malgré tout ça, malgré ces difficultés, je le répète, San Antonio a été loin d'être ridicule sur ce premier match. Harper a apporté des choses, Castle aussi mine de rien, Champagny s'est créé de bons tirs, donc je dis pas que Wemby a été abandonné, ce serait mentir. Le souci c'est que le supporting cast n'a pas assez puni les Wolves pour les obliger à délaisser Victor, permettant à Chris Finch de rester dans sa logique. Une superstar ne joue jamais seule face à une défense, son match dépend aussi de ce que ses coéquipiers imposent à l'adversaire. Si Fox attaque fort, si les shooters sanctionnent, si les jeunes prennent les bonnes décisions, Wemby peut redevenir le joueur qu'il sait être, dominer dans la raquette, couper, finir, jouer au-dessus du cercle, mais si autour ça manque de vitesse, d'adresse, ou que ça hésite, il se retrouve face à une défense plus compacte, plus confiante, plus agressive. C'est le plan de Minnesota, en tout cas c'est comme ça que les Wolves veulent couper l'oxygène des Spurs. Et la question à se poser maintenant pour Mitch Johnson, c'est comment tu réponds à ça. Le piège je pense c'est de penser que Wemby doit forcer plus, c'est ce que veulent les Wolves, le voir isolé, arrêté, loin du cercle, en galère, obligé de faire des choses compliquées. À mon sens, la réponse c'est pas plus de volume, c'est plutôt de changer les conditions du match, ne pas demander à Victor de battre 5 défenseurs tout seul, mais d'obliger les Wolves à défendre plus d'espace et plus de joueurs sur absolument tout le terrain. Et pour ça, pour moi, le premier levier c'est le rythme, plus les Spurs joueront vite et moins les Wolves auront le temps d'installer leur labyrinthe. Si Gobert, Randle, McDaniels et les autres sont déjà en place, le terrain devient minuscule tout d'un coup, mais si Mitch Johnson fait en sorte que Fox pousse le ballon, que Castle et Harper attaquent tôt, que Wemby soit servi avant que tout le monde arrive, là, son avantage physique redevient beaucoup plus violent. On l'a vu très bien au début du match 2. Le but, c'est pas de courir comme des poulets sans tête, c'est d'attaquer avant que la défense soit verrouillée. Une passe tout-terrain, un écran en transition, une coupe rapide, un lob en première intention, ça suffit. Wemby est capable de créer, c'est sûr sur demi-terrain, mais si tu lui demandes de faire ça pendant tout le long d'un match, tu l'épuises et tu trouves sa kryptonite. Abuser de l'ISO en plus, c'est pas vraiment dans l'ADN de l'histoire de la franchise, et l'équipe, je pense, avait besoin de retrouver son identité. Un ballon qui circule, des décisions rapides, des cuts, des extra-passes, moins de dribbles. Contre Minnesota, si le ballon reste dans les mains d'un seul joueur, la défense gagne du temps, mais si ça bouge, si ça coupe dans le dos, si tu rends le ballon vivant, là, les Wolves doivent courir, et une défense qui court, elle finit toujours par prendre un temps de retard. Ce que je veux, c'est du Spurs basketball en fait, avec une mécanique bien huilée, des passes précises, rapides, surprenantes. Maintenant, j'en suis conscient, c'est plus facile à dire qu'à faire, et ça demande des automatismes qui ne se trouvent pas d'un claquement de doigts. Mais ouais, Wemby doit admettre que dominer offensivement en playoff, ça veut pas forcément dire planter 35 points. Parfois, c'est créer autrement, sortir de sa zone de confort, surprendre, attirer une aide, trouver le corner, ouvrir un cut, faire bouger Gobert ou Randle juste assez pour qu'un coéquipier profite de l'espace. Si Minnesota veut lui enlever ses zones préférées, Wemby doit trouver une solution pour offrir d'autres avantages à ses coéquipiers. Donc la bonne réponse pour moi, c'est pas de faire plus, c'est de faire différemment. Et c'est exactement ce que Victor commence à montrer. Si Minnesota crée de l'inconfort à Wemby, les Spurs, eux, doivent créer de l'inconfort à Minnesota. Dans le Game 2, on a vu les premières traces de ça, plus de patience, plus de jeu intérieur, plus de fixation et plus d'espace pour les autres. Maintenant, il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier. Ce Game 2 a eu lieu à San Antonio devant des fans bouillants, et franchement, l'énergie avec laquelle Victor est entré dans ce match, ça a aussi contaminé toute l'équipe et toute la salle. Le problème, c'est que les 2 prochains matchs seront à l'extérieur. Là-bas, retrouver cette agressivité, cette patience, cette volonté d'aller au contact, ce sera peut-être encore plus difficile, et pourtant ce sera indispensable. Parce que dès qu'il commence à retomber dans un jeu trop périphérique, comme c'était le cas dans le 3e quart-temps, on voit que si les autres Spurs n'assurent pas, Minnesota peut rapidement reprendre le contrôle. Et c'est là que son évolution devient passionnante, parce qu'actuellement, il découvre cette zone que les grands joueurs connaissent tous un jour ou l'autre, ce moment où une défense élite construit un vrai plan contre toi. Elle te retire tes habitudes, elle te pousse à réfléchir, elle t'oblige à gagner autrement, et quelque part c'est presque un signe de respect. Minnesota ne défend pas Wemby comme un jeune prometteur, ils le défendent déjà comme une superstar. Et le truc dingue, c'est qu'il répond déjà comme une superstar. Pas juste en mettant des points, mais en changeant sa manière de jouer, en comprenant ce que les défenses veulent lui enlever, et en remettant en cause sa façon de jouer pour ouvrir mieux le jeu aux autres. Chris Finch lui a posé de vraies questions. Comment tu scores quand la peinture est moins accessible? Comment tu restes dangereux si ton tir extérieur ne tombe pas dedans? Comment tu crées pour les autres quand les aides sont disciplinées? Comment tu gères ton énergie quand tu dois tout faire des 2 côtés du terrain pendant tout le match? Et dès le Game 2, Victor a trouvé des réponses. Pas toutes, pas parfaitement, mais assez pour changer complètement le cours du match 2. Et pour moi, désolé, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est exactement comme ça que réussissent à s'adapter les meilleurs superstars. À 22 ans, c'est complètement dingue. Les très grands joueurs ne deviennent pas injouables parce qu'ils n'ont jamais de problème, ils le deviennent
reviennent parce qu'ils rencontrent un mur puis apprennent à le contourner, à le fissurer ou à le casser. Jordan contre les Celtics, puis contre les Pistons, a subi ça très tôt dans sa carrière. Pareil pour LeBron, Jokic, Giannis, chacun a eu ses séries où la défense disait « Ok, on t'enlève ça, montre-nous autre chose ». Et Wemby, à son âge, en est déjà à cette étape-là. Ça montre qu'il est en avance, et le plus rassurant, c'est qu'il a l'air de parfaitement comprendre tout ça. Donc non, je suis pas sûr que les Wolves aient trouvé la vraie kryptonite de Wemby. Ils ont trouvé une vraie faille, oui, ils ont réussi à lui poser de vrais problèmes. Surtout que le Game 2 ne règle absolument pas tout, parce que Victor a quand même connu des séquences où il retombait dans ses travers. Mais le souci pour Minnesota, c'est que San Antonio a déjà commencé à bosser sur la solution. Pas juste avec Wemby, non, mais avec toute l'équipe, et ça c'est fort. Avec un joueur aussi jeune, aussi intelligent, aussi mature, c'est peut-être ça le plus effrayant. Parce que si ce genre de défense ne le bloque pas durablement, mais accélère son évolution, alors les Wolves n'ont pas seulement trouvé une faiblesse, ils ont peut-être déclenché une nouvelle étape de sa progression. Et ça, franchement, pour le reste de la NBA, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais vous en pensez quoi? Est-ce que les Wolves ont trouvé une kryptonite contre Wemby, ou alors est-ce que les Spurs ont déjà trouvé l'antidote? Dites-moi tout ça en commentaire parce que j'ai l'impression qu'on va vivre une série géniale. Rien n'est fait encore, j'ai hâte des prochains matchs et le débat va être super intéressant. Du coup, si la vidéo vous a plu, pensez à la booster s'il vous plaît, ça aide énormément la chaîne pour la faire grimper dans l'algorithme. Puis abonnez-vous ici aussi si c'est pas encore fait, vous avez capté, là en cette période de playoff, une vidéo peut popper, peut tomber à n'importe quel moment chaque jour. Et ouais, ça y est, je dors plus en ce moment, alors merci pour tout la team, et nous on se retrouve très vite dans la section commentaires.